Nous, maire LR de Cannes et porte-parole de l'Association des maires de France. Bonjour David Lisnard. Bonjour. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil de défense et d'Emmanuel Macron aujourd'hui en fonction des informations dont vous disposez? Je n'ai pas plus d'informations que vous et vos auditeurs, Oui. bien renseignés puisqu'ils vous écoutent. Et simplement, moi je ne veux pas alimenter ce théâtre. Vous vous rendez compte que ça fait plus d'un an que quasiment chaque semaine, on attend avec une sorte de frénésie des mesures qui vont être annoncées pour une raison très simple. C'est que, évidemment, la maladie évolue, évidemment, la situation est complexe, mais qu'on n'a toujours pas été capable d'objectiver les comportements à adopter et les scénarios réglementaires face aux évolutions de la maladie. Ce que je dis, c'est pas abstrait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, d'ailleurs certains pays le font très bien, une majorité de pays, vous avez un bouquet d'indicateurs qui permettent d'appréhender l'évolution de l'épidémie. Le taux d'incidence dont on parle souvent, le taux de positivité, certains indicateurs de saturation hospitalière qui sont très importants parce qu'aujourd'hui c'est ce qui prédétermine le reste, les évolutions de la maladie. Et si ces indicateurs étaient transparents, de façon synthétique... Ils sont transparents quand même, non ? Ils sont mis, Santé publique France ne les met en ligne qu'une fois par semaine sur un document qui fait des dizaines de pages. Oui. Alors qu'on doit aller voir sur des startups qui, elles, arrivent à synthétiser. Et si on avait donc ce bouquet d'indications chaque jour actualisées, avec on a quand même chaque jour des indications sur le nombre de cas en réanimation, etc. Oui, ça, on l'a. Mais on n'a pas de façon rationnelle le mixte d'indicateurs qui permet en face d'avoir des scénarios. Et c'est ce qui est créé du civisme. Aujourd'hui, le théâtre dans lequel on est, du Conseil de défense qui ne fait pas l'objet de compte rendu, avec à chaque fois des mesures et qui varient, on le voit bien. On n'a pas eu une constance d'application de mesures par rapport à des indications sur la maladie. Ce que je vais essayer de dire plus clairement, c'est que si on avait ces indicateurs et que l'on sache qu'à partir de telles données, de telle évolution, on aura tel scénario, à la fois en restriction commerciale, en restriction de liberté, en type de mesures à adopter, on créerait de la responsabilité. Or aujourd'hui, il y a une sorte, on l'a été nombreux à le dire, une sorte d'infantilisation, et pas simplement dans le langage, dans la façon verticale dont c'est dirigé. Il n'y a pas de délibération, le Parlement a été écarté, donc on nous exclut en tant que citoyens de la responsabilité de l'accompagnement. Je pense que l'exécutif s'est mis, sans faire de mauvais jeu de mots, lui-même dans la seringue, parce qu'il n'arrive pas à objectiver, à rationaliser des scénarios qui correspondent à des évolutions de l'épidémie que l'on sait anticiper aujourd'hui. Oui, alors David Lisnard, mais ça vient d'où? Ça vient de qui? Ça vient du Conseil scientifique, ça vient du ministre de la Santé, ça vient du Premier ministre ou ça vient d'Emmanuel Macron? Ça vient de l'exécutif. On est dans le système de la Ve République. Castex et Macron, alors, c'est le président de la République et le président de la République. Et le ministre de la Santé. Bon, ensuite, c'est le président de la République qui décide et qui arbitre. La preuve, c'est que la décision est prise en Conseil de défense. Qu'au début de la maladie, il y a un peu plus d'un an, on a eu ce type de modus operandi. Je trouve que c'était pertinent. La maladie était nouvelle, on ne la connaissait pas bien, on ne connaissait pas la létalité, il fallait aller très vite. Mais que depuis, on n'ait pas été capable de passer à une approche beaucoup plus agile, beaucoup plus transparente, beaucoup plus sereine. Aujourd'hui, tout repose, mais par sa faute, sur les épaules du président, qui, comme il n'arrive pas à extérioriser en objectivant les données épidémiques et en mettant en face des scénarios réglementaires et sanitaires, se crée une tension permanente. Et en tant qu'habitant, en tant que professionnel, en tant que citoyen, on est nous-mêmes dans cette hyper-excitation. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire qu'on a une incertitude et on a un risque. Le risque, aujourd'hui, on le maîtrise beaucoup plus. On le connaît mieux, on évalue les variantes, etc. Et il y a des incertitudes. Et la bonne gestion, c'est vrai en entreprise. Je l'ai vu en entreprise, c'est vrai dans une collectivité, c'est vrai pour le pays. C'est d'apporter de la stabilité face à l'incertitude et d'anticiper avec 4-5 scénarios. Moi, j'avais proposé il y a un an, d'ailleurs peut-être sur cette antenne, que l'on fasse Vigie Covid, comme il y a Vigie Pirate, avec scénario des couleurs, mais qu'on sache avant quels sont les indicateurs épidémiologiques et de la maladie, et sanitaires, et hospitaliers, qui vont conditionner les comportements à adopter. Et pour le coup, on serait bien plus responsable. Donc on ne sait pas encore on travaillerait en meilleure entente depuis un an, David Lisnard, si je vous entends bien. On n'a pas su s'organiser depuis un an. Mais c'est ce que prouve ce feuilleton quotidien et au moins hebdomadaire d'excitation entre des off, un ministre dit telle chose sur le président, on va peut-être faire ci, faire ça, un épidémiologique dit le contraire, un médecin dit le contraire. Donc on laisse une agitation et on voit bien que on a de l'agitation et de l'incertitude supplémentaire
sanitaire, là où on devrait avoir des scénarios comme d'autres pays arrivent. Hein. C'est-à-dire que il faut bien faire les comparaisons. Vous faites référence à quel pays Mais je vous dire, je n'oserais même pas parler, j'en parlais peut-être tout à l'heure sur les solutions en termes de remonter vers les supercontaminateurs et le backtracking, qui est la base pour lutter contre l'épidémie. Allez-y. Ça, c'est le Japon, c'est la Corée du Sud, c'est certains pays scandinaves. Mais aujourd'hui, même en Europe, même avec les lourdeurs européennes, y compris en Allemagne, qui pâtit elle aussi du choix européen de la vaccination, mais en termes d'anticipation par Lander, ça semble beaucoup plus établi. En Italie, qui n'est pas le modèle d'organisation de gouvernance, il y a plusieurs scénarios. Les citoyens ont accès aux données épidémiologiques et on sait qu'à tel scénario, les restaurants fermeront ou ouvriront, l'interdiction de sortir dans la rue sera à telle heure ou à telle heure. Donc, ces mesures-là qui sont contraignantes, elles sont beaucoup plus faciles à partager, à respecter, à adopter en responsabilité, en être adulte, si on nous donne les données scientifiques qui conditionnent les données politiques. Ça, c'est aussi finalement l'organisation de notre bureaucratie française, quoi. Oui, David Lisnard. Et puis peut-être du ministère de la Santé, là, en l'occurrence aussi Olivier Véran. J'ai été le premier à mettre en exergue cette folie bureaucratique, mais la responsabilité, elle est toujours politique. On l'affronte tous les jours, la folie bureaucratique, d'ailleurs, y compris en entreprise et dans une collectivité. Le tout, c'est d'essayer de redonner du sens pratique. Et ce qu'il manque aujourd'hui, à mon sens, au sommet de l'État, et notamment au ministère de la Santé, c'est tout simplement du sens pratique. Et on le voit très bien sur la vaccination. Alors, sur la vaccination, venons-en. Alors, déjà, d'une part, vous êtes réconcilié avec Olivier Véran ou pas? Parce qu'il y a eu une passe d'armes la semaine dernière. Parce que vous avez envie d'ouvrir la vaccination aux moins de 50 ans dans votre ville. Ça va démarrer d'ailleurs dans quelques jours. Il y a plusieurs questions dans la question. Bien sûr. On n'est pas dans une relation affective de réconciliation ou pour se fâcher, on est entre adultes. C'est pour ça, d'ailleurs, j'étais très surpris de l'attaque personnelle qui avait été formulée et qui était profondément injuste parce que si le ministre de la Santé avait regardé la situation à Cannes, il aurait vu qu'on avait respecté tous les protocoles édictés par l'État et qu'on a un taux de vaccination des publics cibles très élevé. Je peux vous dire pourquoi. Les plus de 75, plus de 75 ans, personnes en comorbidité, personnes en EHPAD, personnel soignant. Donc, on a de l'avance. On a de l'avance alors qu'on a les mêmes doses. Mais vous avez eu les doses, il y a toujours une pénurie de doses globale en Europe et en France en particulier. Et la ville de Cannes n'a pas plus de doses que les autres villes. C'est sur des critères démographiques par l'ARS. Sauf que pourquoi on est en avance? Pour 3 raisons très simples. 1, parce qu'on a commencé en avance. C'est-à-dire que le centre de vaccination de Cannes, le premier, a été mis en place dès le 4 janvier. On a commencé à vacciner dedans dès le 9 janvier. Donc on a été un des premiers en France avec celui où avait été vaccinée la célèbre Morissette. Donc on a eu une semaine d'avance sur le calendrier national. Le deuxième élément, on travaille depuis plus d'1 an. J'ai créé une cellule communale privée-publique. Donc clinique privée, hôpital public, médecine de ville, médecins libéraux. On les a associés. Donc dans nos centres de vaccination, il y a une optimisation des doses. Très vite, on a injecté 7 doses par flacon de Pfizer, alors qu'au départ, c'était 5. Et 11 doses par flacon de Moderna. Donc, il y a eu 0 dose perdue pour les publics cibles. Et la troisième raison, c'est qu'on a toujours, y compris quand il y a des grandes opérations de communication du week-end, qui étaient un peu absurdes parce qu'on nous donnait plus de doses en semaine, on fermait les centres de vaccination, mais il fallait les ouvrir le dimanche pour organiser le cirque médiatique et de communication. Et donc là-dessus, on n'en profitait pas pour vacciner à l'époque les moins de 50 ans, les moins de 60 ans ou les copains. On avait mis en place un vrai système auprès des personnes de plus de 75 ans. Et lorsqu'il y avait des personnes qui ne se présentaient pas, donc on les vaccinait. Donc pour ces 3 raisons, d'anticipation, de rigueur, de méthode et de respect des critères, on a aujourd'hui un taux de vaccination des plus de 75 ans qui est un des plus élevés, voire le plus élevé de France à Cannes. Et on a respecté les critères. Et donc je ferai ce que j'ai dit. C'est-à-dire que vous allez ouvrir aux plus de 50 ans. Oui, au plus de 50 sans ans. comorbidité, et j'espère aussi vacciner les personnels soignants et les d'ailleurs, policiers. c'est l'une des véritables questions qui est en train de traverser la société. Est-ce qu'il faut toujours protéger les beaucoup plus âgés qui sont plus fragiles ou les actifs qui sont quand même au travail? J'ai simplement mon opinion, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne fait pas... Je veux pas que derrière cette question, il y ait un quiproquo. Nous respectons les principes de la politique publique sanitaire mise en place en France, que je les partage ou pas. On applique scrupuleusement la règle, donc on a protégé, on a vacciné les plus fragiles. Dans les EHPAD de ma commune, on a 97% de taux de vaccination, parce qu'on a réussi à créer de la confiance, du civisme, et alors que le taux français est de 71%. La question que vous posez renvoie à d'autres problématiques. Je pense que le propre d'une politique publique digne est d'abord de protéger ceux qui peuvent être victimes
Ouais. de l'épidémie. Voilà. Bon, est-ce qu'il faut commander des Spoutnik, des vaccins russes ou pas? Parce qu'on a du mal, les doses n'arrivent pas dans tous les coins de France, même si vous avez pu en avoir à Cannes. Il faut faire preuve de rationalité. Ouais. Si le vaccin Spoutnik russe donc est efficace, ce qui semble être le cas, lorsqu'il aura été homologué par l'Agence européenne du médicament, il faudra évidemment commander, comme d'autres vaccins qui répondront aux critères sanitaires. On ne va pas changer d'approche parce que le vaccin serait d'origine russe ou je ne sais quoi. D'ailleurs, ce qui est très frappant, c'est parce que cette crise, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle un manque de sens pratique et d'organisation de l'exécutif. Elle révèle aussi un déclassement de la France qui, moi, me pose problème et qui nécessite une reprise en main parce que nous restons un grand pays qui a un énorme potentiel. Et elle révèle aussi, regarde, au pays on est la France, on est un grand pays, et on est le pays de Descartes et de Pasteur. Regardez comme le sens critique et le sens rationnel s'est affaibli pendant la crise. Regardez l'histoire d'AstraZeneca. La suspension, c'est-à-dire l'exécutif qui le dimanche nous dit il faut faire confiance à ce vaccin. Vaccinez-vous avec M. Castex le dimanche soir. Et le lundi, alors qu'il n'y a pas de nouveaux éléments sur les risques sanitaires, le président qui le suspend pour le rétablir 3 jours après, c'est manifestement de l'agitation de communication qui se fait au détriment de la raison critique. Deuxième élément, et donc ça c'est Descartes qui souffre, de Pasteur. On est le pays de Pasteur aussi, pas que de Descartes. Nous sommes le seul pays, des 5 pays du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'a pas inventé de vaccin. Alors qu'il y a encore 10 ans, on était champion du monde des vaccins. Nous n'avons pas inventé de vaccin. Et regardez les difficultés même pour produire sur le sol français sous licence des vaccins. Oui. David Lissin, rapidement, les écoles, vous seriez plutôt favorable pour les fermer, là, anticiper les vacances ou pas? Moi, je pense qu'avec une politique sanitaire solide, on peut éviter de tout fermer et d'enfermer. Mais comme on n'a pas de politique sanitaire, comme à chaque fois, la seule solution qui apparaît, c'est celle d'empêcher les interactions humaines. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les faits, les écoles, elles sont fermées de plus en plus puisqu'il suffit d'un cas Covid pour fermer une classe. Donc dans la réalité, il y a une sorte de confinement non avoué. Et sur les élections régionales, il faut les reporter ou les maintenir en juin? Alors, pour ma part, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit avant. Je pense qu'il est beaucoup moins dangereux d'aller voter si on maîtrise bien le bureau de vote, si on peut le mettre en extérieur, que j'ai pris le métro hier, je suis venu en avion, ou d'aller à la supérette du coin. Donc la difficulté, c'est pour la campagne. C'est-à-dire comment arriver à faire en sorte qu'il y ait une campagne électorale qui ne mette pas en péril la santé. Et donc ça veut dire qu'il faut des salles grandes, un numerus clausus, mais une campagne régionale ou départementale, elle ne se traduit pas par des grands attroupements. Donc, je pense qu'on ne peut plus confiner la démocratie, que ça devient malsain, ce qui est en train de se passer. Et donc, il faut faire très attention. Et il y a peut-être une autre solution, ce serait de découpler les départementales et les régionales, de tenir les départementales à la date prévue et de décaler peut-être de quelques semaines ou quelques mois les régionales. Peut-être, c'est une idée, ce qui permettrait d'avoir moins de monde dans les bureaux de vote en même temps, puisque c'est les mêmes bureaux pour les 2 élections et c'est le même jour, et d'avoir plus de disponibilité de salles ou de lieux pour faire campagne. Oui, David Lisnard, Édouard Philippe est en train de revenir là, sur la scène politique avec un livre. Vous espérez justement qu'il va compter demain, alors qu'il y a des candidatures à droite qui arrivent, comme celle de Xavier Bertrand, peut-être la vôtre? Je vais vous répondre sur Édouard Philippe, mais moi ce que j'espère, et vous l'avez compris, c'est mon état d'esprit, c'est qu'on arrive en France à affirmer une offre politique qui corresponde aux besoins du pays. Et que cette offre politique, elle doit être très raisonnable, très rationnelle et un peu transgressive pour qu'on relibère la société pour créer de la richesse. On ne peut plus accepter le déclin économique relatif de notre pays. 6e rang par habitant en richesse il y a 25 ans, aujourd'hui 23e rang. On ne peut plus accepter le déclin éducatif. Regardez tous les classements. Et qui pour porter ça? C'est pas une façon de bien. C'est-à-dire que moi, j'ai un certain âge maintenant, une certaine expérience. Je sais que j'essaierai de faire valoir des convictions et un contenu programmatique précis, pointu pour le... Vous pourriez être candidat? Non, mais vous pourriez être candidat, vous pourriez être candidat. Non, mais attendez, vous avez une expérience. Vous êtes à chaque fois, on pose cette question comme si... Aujourd'hui, le temps est à la conception de vraies matrices programmatiques, parce que beaucoup de Français ne croient plus à la capacité des élus, même de bonne foi, même bosseurs, même honnêtes, d'exécuter les choses. Regardez l'impuissance face à l'immigration, c'est plus acceptable. L'impuissance face à l'insécurité, l'impuissance face au déclin éducatif, l'impuissance face au déclin industriel. Et c'est sur cela que je travaille. Comment aujourd'hui on fait en sorte de recapitaliser l'économie française par des fonds de pension et une retraite par capitalisation? Comment on fait en sorte de retrouver les fondements de notre éducation pour que tous nos gamins, qu'ils soient de milieux riches ou pauvres, immigrés ou pas, puissent avoir un espoir français? Nous devons créer une espérance française, éducative, industrielle,
industrielle, économique. Donc la voix d'Édouard Philippe se fera entendre là-dedans, mais moi je fais entendre, je fais entendre Xavier ma Bertrand, voix. alors, La voix de Xavier Bertrand, la voix aussi, de Bruno Retailleau, la voix de toutes ces personnes qui sont de grande qualité, mais je fais entendre ma voix. Et ce qui m'intéresse, avec des salariés, des chefs d'entreprise, syndicalistes, des retraités, des étudiants, c'est de proposer des maires, beaucoup de maires formidables en France, de proposer une dynamique programmatique pointue, précise, un agenda de gouvernement comme l'Allemagne a su le faire avec Schröder, comme l'Angleterre l'avait fait avec David Cameron ou Margaret Thatcher, comme la Suède l'a fait, comme le Canada. Il n'y a pas de fatalité au déclin français. Oui, allez, dernière question avec Cécile rapidement. Ménibus. Vous êtes père de famille, vous pointez du doigt l'enseignement, l'abaissement du niveau scolaire, et vous parlez d'endoctrinement militant. Oui. Je pense, écoutez, je le vois, il y a beaucoup de formidables enseignants, mais dans le contenu éducatif, c'était dans une interview de Causeur que j'avais répondu cela, je vois un certain nombre de prêchis-prêchats, je trouve qu'ils prennent beaucoup de place dans l'enseignement, beaucoup d'heures de cours, alors qu'on a besoin d'apprendre le français, les mathématiques, la raison critique, la philosophie, qui devrait être la matière fondamentale, et d'endoctrinement sur l'intersectionnel, sur le transgenre, etc. Donc moi, je pense qu'on devrait apprendre la tolérance à nos enfants et la raison critique, leur dire chacun vit comme il le veut tant qu'il ne nuit pas aux autres, mais de ne pas en faire un objet militant, de même sur l'environnement. Je crois à l'écomodernisme. Ça veut dire que l'enseignement est à la dérive pour l'instant ? Oui, je pense que depuis 40 ans, de façon idéologique, il y a une idéologie déconstructionniste, on ne va pas trop complexifier les choses, mais qui aujourd'hui s'est faite au détriment de l'enseignement, et on doit mieux valoriser, mieux rémunérer les professeurs, avoir moins d'enseignants, mieux rémunérés, avec plus d'heures de cours, bien formés, bien accompagnés, soutenus quand ils affrontent le séparatisme, le communautarisme, etc., ce qui n'est toujours pas le cas, et sortir de cette idéologie de prêchi-prêcha, de bouillie déconstructionniste qui fait qu'on a honte de notre histoire, on n'enseigne plus une grande culture française, on n'est pas bon sur les fondamentaux, en tout cas on décline. Ça devrait faire à chaque fois l'objet d'un grand débat national quand on voit sortir les classements PISA et autres qui montrent le déclin relatif de la France. L'essentiel, c'est nos enfants. C'est de préparer une société plus paisible, plus prospère, mieux dans sa peau pour nos gamins, nos enfants et j'espère nos futurs petits-enfants. Merci David Lisnard, maire de Cannes et porte-parole de l'Association des maires de France. Allez, dans un instant, on est en retard, la météo et puis ensuite le journal. À tout de suite.